Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de décryptage des marchés d'AGS Patrimoine que nous allons passer en compagnie de Nathalie Benatia et Éric Venet. Bonjour à tous deux. Bonjour. Alors Nathalie, vous êtes économiste chez BNP Paribas Asset Management et Éric, vous êtes directeur de la gestion chez Montbleu Finance. Alors on passe immédiatement en revue la synthèse des indicateurs de marché que réalise AGS Patrimoine. Il y a d'abord ce qui a baissé. L'inflation passe de 4 à 3, les matières premières de 4 à 2, et puis il y a ce qui est stable. Alors j'ai oublié la politique monétaire également qui passe de 5 à 3. Et du côté des indicateurs stables, eh bien, on a les devises qui restent à 3, les BPA, les bénéfices par action, qui demeurent à un petit 1, et la croissance qui s'établit à 4, la croissance qui est l'indicateur le plus important au dire d'AGS Patrimoine, au dire de la synthèse d'AGS Patrimoine. Alors, est-ce que vous êtes également d'avis, tous les deux, que le grand sujet de préoccupation des investisseurs est actuellement la croissance, puisqu'elle paraît menacée à bien des égards, et notamment par le protectionnisme affiché et assumé de l'administration Trump, qui vient au demeurant de tirer une nouvelle salve à l'encontre de la Chine. Qui veut répondre en premier? Nathalie. Eh bien, écoutez, à propos de l'administration Trump et même du président Trump, je suis allé voir la déclaration du 17 septembre. Est-ce qu'on peut vraiment la considérer comme un acte de guerre dans la mesure où c'est très court et où les deux derniers mots, je vous jure que c'est vrai, sont respect et affection, et il parle du dirigeant chinois. Alors, c'est certain que cette nouvelle, qui était plus ou moins attendue, pas forcément dans cette ampleur et dans cette formulation, a semé le trouble en suscitant des inquiétudes pour la croissance mondiale. Ces inquiétudes sont d'autant plus présentes qu'on est passé d'une situation au second semestre 2017 où tout allait bien, à un premier semestre un peu plus laborieux, notamment dans la zone euro. Aux États-Unis, on est toujours sur des données très très solides, mais ce délitement de la croissance, encore une fois, ce n'était pas un ralentissement, c'est une croissance qui est moins forte qu'au second semestre, mais ça suscite des interrogations. Alors, interrogation légitime ou non? Parce que vous le dites vous-même, a priori, il y a la posture et puis il y a la réalité des choses. Oui, et en plus de la réalité des choses, il y a également le fait que ces éléments vont mettre du temps à frapper la consommation, la croissance, s'ils doivent la frapper. Pourquoi du temps? D'abord parce que ces droits de douane ne sont pas encore entrés en vigueur. Ensuite, que les prochains qu'on nous promet, ce sera le 1er janvier de l'année prochaine. Et puis que les effets macroéconomiques mettent du temps à se manifester. Puis il y a pas mal d'esbroufs dans tout ça. Un certain nombre de produits ont été retirés de la liste des produits tarifés, auxquels on inflige une taxe, et notamment les terres rares qui sont contrôlées majoritairement par la Chine. Donc on voit bien qu'il y a encore une fois un décalage entre cette posture très ferme et puis la réalité des choses. Donc c'est peut-être pour ça que finalement, ce n'est pas la grande inquiétude sur le marché pour le moment. Ce n'est pas la grande inquiétude tout en restant présent. Et notre sentiment, c'est qu'on va continuer dans cette situation, c'est-à-dire ce mouvement, ces interrogations sur le protectionnisme, ces interrogations sur la démondialisation vont rester présentes. Et puis, autour de ce mouvement, on va avoir des fluctuations. Et selon les nouvelles, selon la façon dont chacune des deux parties réagit, on aura des réactions différentes sur les marchés financiers. Éric, vous, votre sentiment? Oui, c'est clair que c'est une menace pour la croissance, c'est pas très très bon. Mais ça le deviendra que, comme vous venez de le dire, dans un certain moment. Donc c'est pas pour l'instant le plus important. Pour moi, le plus important, c'est comment ça va se transmettre aux entreprises au prochain trimestre. Et donc, je suis surpris que les BPA soient le dernier critère. Pour moi, c'est le deuxième critère après la croissance. Alors que la croissance, c'est plus pour l'instant un problème d'économiste, mais pour un homme de marché, c'est plutôt comment cette nouvelle donne, parce que pour moi, c'est une nouvelle donne, donc effectivement, c'est la démondialisation, et un retour un peu sur soi, et comment ça va donner, comment ça va se traduire sur les résultats d'entreprise, parce que finalement, les marchés ont bien tenu, parce que les résultats étaient là. Alors justement, si vous, de votre côté, vous aimeriez que la note affectée au BPA remonte, c'est parce que vous estimez qu'ils sont menacés aujourd'hui?
Menacer, oui, forcément. De toute façon, c'est pas positif. De toute façon, parce que ça crée l'instabilité. Et l'instabilité n'est jamais bonne pour une entreprise. Donc, est-ce que le rouleau compresseur de la baisse des taux d'imposition va se poursuivre et suffisamment fort pour effectivement limiter les répercussions sur la chaîne de production, sur les coûts des intrants? Pour l'instant, ça ne me paraît pas très déstabilisant. C'est pour ça qu'effectivement, c'est perturbant pour les économistes, mais je ne pense pas que ça soit vraiment aujourd'hui très important. Pour moi, c'est plutôt comment les entreprises vont réagir à ça. Alors, on va développer sur les entreprises, mais j'aimerais revenir un petit peu à la croissance et à un paramètre connexe, parce qu'il affecte la croissance, c'est la politique monétaire tout de même, qui là se voit attribuer la note de 3. Alors est-ce que pour vous, justement, on ne minore pas l'influence de la politique monétaire, notamment au regard du fait qu'on a un resserrement monétaire qui se généralise. On a les yeux rivés sur la Fed, mais aujourd'hui, on a plus d'une quarantaine de banques centrales qui sont engagées, de par le monde, dans un resserrement monétaire. Donc ça va avoir une incidence sur l'activité. Alors là aussi, il est trop tôt pour le dire, mais je suis d'accord avec vous pour dire que les banques centrales restent au centre de tout. Alors, ce que vous signaliez sur les banques centrales qui ont entamé un resserrement monétaire, il faut faire la part des choses entre les banques centrales des pays émergents, qui sont plus ou moins contraintes par les derniers mouvements, pour certaines par les derniers mouvements qu'on a vus sur les devises, et les banques centrales des pays développés, qui sont en train de sortir le plus prudemment possible de 10 ans de mesures exceptionnelles de politique monétaire. Donc la Fed, qui était entrée, non pas la première, puisque la Banque du Japon faisait de la politique non conventionnelle depuis longtemps, la Fed, qui est entrée la première au moment de la crise dans ces mesures non conventionnelles, est en train de reprendre ses billes, si on peut utiliser cette expression, donc en arrêtant de réinvestir, en limitant, en commençant à faire baisser la taille de son bilan, et en remontant les taux d'intérêt. Mais encore une fois, et c'est vraiment pour moi la Fed, le symbole de ces nouvelles banques centrales, de cette nouvelle façon de faire de la politique monétaire, ça se fait avec un grand pragmatisme. C'est le maître mot, en fait, c'est ça. Que pour moi, c'est vrai que la politique monétaire, c'est pas un sujet pour l'instant, tant qu'on a les hommes qu'on a aux manœuvres. En fait. Ça le deviendra quand Mario Draghi, il faudra le changer, parce que là, c'est une vraie incertitude, mais pour l'instant, non-event, ils sont très bons là où ils sont. On sait qu'ils font une politique, effectivement, pour réduire les bilans, les bilans importants. Bon, si jamais on a un accident de marché, ils seront là. Bon, ils ont remonté leur taux comme il fallait. Pour l'instant, bravo. Donc, ce que vous êtes en train de dire tous les deux, c'est qu'en dépit de l'inflexion qui est donnée à la politique monétaire depuis quelques mois aux États-Unis et un peu partout dans le monde, finalement, on a toujours avec nous ce filet de sécurité sur les marchés. C'est-à-dire la garantie que les grands argentiers agiront dans l'intérêt du marché. Ouais, je ne peux pas vous laisser dire ça, parce que ça veut dire qu'on peut faire n'importe quoi et que les banquiers seront là. Non, je pense qu'ils ont prouvé qu'ils étaient là en cas d'extrême coup dur. Voilà. C'est pas parce qu'ils vont remonter de 25 centimes. On est bien d'accord. Que ça va changer quoi que ce soit. Par contre, ils ont un pragmatisme qui me fait dire que, s'il y a vraiment une catastrophe, ils feront ce qu'il faut. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi pour autant. On est bien d'accord. Mais les banques centrales ont été au soutien des marchés jusqu'à présent. Non, les banques centrales ont été au soutien des économies. Voilà, de l'économie, oui, c'est ça. Enfin, ils ont sauvé l'économie mondiale. Ils n'étaient pas là pour donner de l'argent aux banquiers. Ils étaient là simplement parce qu'ils, malheureusement, ils ne pouvaient pas faire autrement que les sauver. Enfin, pour être... Non, ce qui illustre ce pragmatisme, pour moi, c'est, si on regarde le graphe de ce qu'on appelle la règle de Taylor, donc cette relation qui lie le niveau des taux d'intérêt, l'écart à la production potentielle et l'écart à l'objectif d'inflation. Aux États-Unis, en prenant n'importe quelle variante de cette règle de Taylor, on a des taux directeurs qui devraient être à 4% à l'heure actuelle. Or, ils n'y sont pas. On peut s'en féliciter, je pense. Et surtout, on ne peut pas dire que la Fed est derrière la courbe. La Fed a une feuille de route qu'elle respecte. Jérôme Powell a dit il y a quelque temps que l'objectif d'inflation était symétrique. Il a dit à Jackson Hole, il n'a pas dit aussi clairement, mais l'idée c'était la croissance potentielle, c'est difficile à mesurer, le Nero aussi. On va voir si l'inflation repart vraiment, et sinon on va continuer dans le rythme qu'on s'est donné. Donc c'est vraiment ce pragmatisme et
qui est partagée par tout. La seule banque centrale qui est peut-être un peu moins pragmatique que les autres, c'est la Banque d'Angleterre en ce moment, mais c'est toujours compliqué. Et puis elle est face à une situation inédite. Mais sinon, dans vraiment les grandes banques centrales, et c'est le cas si on va au Canada, qui nous dit j'attends de voir ce que va donner les négociations de l'ALENA, etc. On est vraiment dans ce rythme pour les banquiers centraux. Je persiste dans ce thème de la croissance, mais cette fois via les émergents, puisqu'on a eu des secousses dans un certain nombre de pays émergents. Là, c'est la vraie question. Est-ce que... Alors, et en plus, la BRI a souligné la contribution des économies émergentes à la croissance du crédit, qui est même une contribution majeure à la croissance mondiale. Or, bon, les émergents sont dans une situation délicate, notamment avec le raffermissement du dollar, et si la Fed poursuit ses hausses de taux, il n'y a pas de raison non plus que le dollar connaisse une trajectoire différente. Est-ce que là, on n'a pas une vraie menace, primo, pour la croissance mondiale, et deuxièmement, pour les marchés? Peut-être sur les marchés d'abord. Enfin, j'ai l'impression que le phénomène se fait par la finance. C'est là où c'est quand même le plus important, c'est qu'en fait, c'est les dommages collatéraux. Donc c'est America First, mais alors on l'a bien vu que c'est America First. Tout le reste, les devises des pays émergents les plus fragiles ont vraiment bien dégusté. Donc malheureusement, ils ont dû s'adapter par une hausse des taux d'intérêt de leurs banquiers centraux. Et mécaniquement, ça se traduira par moins de croissance. Voilà, donc là, c'est couru. Leur devise, si vous prenez la Russie, elle est obligée de remonter ses taux, malgré une croissance encore faible. Bon, bah, elle sait très bien et une inflation importée. C'est une inflation importée par leur baisse de leur devise, et c'est pas une situation très très saine pour les années qui viennent. Mais ça peut tellement changer si le dollar, la politique monétaire américaine ou Trump se comporte différemment. C'est pour ça que là encore, c'est un problème qui se posera d'ici 1 an, 2 ans, et entre-temps, les conditions peuvent changer. Donc ça reste toujours des menaces. C'est des menaces pour la croissance des pays occidentaux, c'est des menaces plus fortes sur les pays émergents, mais on ne peut pas encore s'en inquiéter parce qu'il y a tellement de chutes de leur devise. Il faut voir comment ça va se passer. La première conséquence d'une chute d'une devise comme ça, c'est l'inflation importée. Donc globalement, ça devrait plutôt, pas la croissance, mais l'inflation qu'on devrait regarder plus que la croissance. C'est également votre point de vue, Nathalie? Alors oui, sur l'inflation, et juste avant peut-être rajouter quelque chose sur les émergents. Nous, ce qui nous frappe en tant qu'économistes, c'est que les situations dans les émergents, dans bon nombre d'émergents, d'un point de vue fondamental, se sont améliorées au cours des dernières années, des 5 à 10 dernières années. Alors effectivement, si on regarde les pays qui ont le plus souffert tout dernièrement, c'est-à-dire l'Argentine, la Turquie, eh ben, on se replonge dans les livres et on voit que les ratios de réserve sont pas au mieux, que le déficit courant est important, etc. Et l'impression qu'on a, c'est quand même que les investisseurs sont en train de faire la part des choses entre des pays structurellement faibles, où il faudra mettre en œuvre des réformes, et puis d'autres pays qui ont déjà mis en œuvre ces réformes et qui finalement sont à même de résister, sauf évidemment en cas de hausse massive du dollar ou de mouvements beaucoup plus importants. Donc il faut faire la part des choses, en tout cas, quand on regarde les émergences. Oui. C'est ce que vous nous dites. Je reviens tout de même aux implications pour le marché, parce que on est dans des logiques de flux aussi, oui. Très nettement. On a des rapatriements de dollars aux États-Unis. Cela dit, quand on regarde les chiffres de dollars rapatriés, on se dit que la capitulation n'a pas encore eu lieu sur les émergents. En l'occurrence... Ouais. Vous avez eu 300 milliards de rapatriés là au dernier trimestre. Oui, mais pour les entreprises qui avaient stocké, je parlais des entreprises qui avaient stocké du cash. Oui, ça d'accord, ça d'accord. Mais quand on parle d'investissement dans les émergents, c'est autre chose. Oui. Voilà. Donc on a eu un désinvestissement ces derniers mois, mais on est encore en net investissement. Le solde est encore positif par rapport au début de l'année. Même si on a eu une décrue, encore une fois, ces dernières semaines. Et certains allèguent, au regard de ces chiffres, que, en fait, il y a encore de la place pour des dégagements et donc pour une poursuite de la correction, puisqu'on est dans un marché de flux. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'il y a des dégagements. Le cœur de dégagement, c'est quand vraiment vous avez un moment critique de la situation.
Et donc là, vous avez le plus gros des dégagements. Après, si on devait partir, on serait parti depuis longtemps. Enfin, qui reste sur l'Argentine, c'est vraiment ceux qui veulent rester. Ceux qui sont restés sur le Real, pareil. Donc, je ne parle pas de la Chine, mais du reste. Je pense que pour moi, ces dégagements sont terminés. Et qu'il y a des opportunités sur les devises émergentes. Je parle pour l'instant des devises émergentes. Après, on verra pour l'inflation et la croissance, mais sur les devises émergentes. Et donc, je serais plutôt acheteur sur ces pays-là, plutôt que... Je pense que le mouvement est terminé pour moi. D'accord. Donc, vous êtes à la chasse donc, de certains émergents. Oui. Oui, parce que pour raison dont on évoquait tout à l'heure, de mécanique de flux, c'est-à-dire qu'on est allé trop loin, il n'y a pas de raison qu'on perde autant sur ces devises-là. Certes, la situation s'est dégradée, mais... Pas plus que ça, et je pense que c'est pour moi des opportunités de rentrer. On arrive au terme de cette émission, donc si on doit retenir un indicateur majeur à suivre, donc pour vous ce sont les BPA. Ouais, c'est clair. Et pour vous, Nathalie? Alors plus simplement les enquêtes d'activité, en espérant que le rebond qu'on attendait depuis un petit moment dans la zone euro se manifeste enfin. Les enquêtes ont arrêté de se dégrader, mais on est toujours déçu par l'ampleur du rebond. Et si on regarde, à contrario, toujours dans la zone euro, les données réelles, comme par exemple la baisse du chômage, les intentions d'investissement, on devrait en toute logique avoir une amélioration des enquêtes. En termes d'allocation d'actifs, parce qu'il faut qu'on finisse là-dessus, donc vous reprenez des émergents? Oui, et puis la zone euro, puisqu'elle a sous-performé vraiment beaucoup pendant les États-Unis, et je pense qu'il faut être contrariant. Je pense qu'il y a plus à gagner de l'argent aujourd'hui sur la zone euro que sur les États-Unis. Et de votre côté, Nathalie, quelle allocation? Nous partageons tout à fait le point de vue sur la zone euro, qui pour le moment est délaissée par les investisseurs. En ce qui concerne les émergents, on hésite encore à revenir, on est peut-être un peu trop timide, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on peut imaginer dans les prochains mois. Nathalie et Eric, merci. Merci. Merci.